Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Bien, vous savez que tous les jours, entre 11h et midi, nous ouvrons des débats sur des grands sujets d'actualité. Hier, c'était les retraites. Aujourd'hui, tout autre sujet. Je vais revenir sur les déclarations d'Omar Sy, l'acteur. Non pas sur les déclarations, mais nous allons essayer de dépasser la polémique, cette polémique un peu stérile qui a été ouverte. Nous allons essayer de réfléchir autour des propos tenus par Omar Sy, en rapport évidemment avec la sortie du film Les Tirailleurs. Nous allons faire un peu d'histoire avec nos invités. Jean Garrigue, historien, président du comité d'histoire parlementaire, auteur de La Tentation du Sauveur aux éditions Payot. Bonjour Jean Garrigue. Bonjour. Merci d'être avec nous. Et Bruno Tertrais, qui est directeur adjoint de la Fondation pour la recherche stratégique. Bruno Tertrais, bonjour. Bonjour. Merci d'être là tous les deux. Nous aurons d'autres intervenants, évidemment. 0826 300 300. Vous êtes à l'écoute, vous intervenez, vous avez l'habitude, vous n'hésitez pas, vous prenez votre téléphone et vous serez avec nous en direct. Mais je voudrais regarder l'actualité d'abord avec vous, Félix Mathieu. C'était une vieille revendication de l'Association pour la mémoire des tirailleurs sénégalais. Une quarantaine d'anciens combattants qui sont encore vivants pourront rentrer, vivre en Afrique, tout en continuant à toucher leur minimum vieillesse. C'est une décision du gouvernement. Oui, tous ont plus de 90 ans. La plupart ont fait les guerres d'Indochine ou d'Algérie. Des tirailleurs binationaux d'origine sénégalaise, mais aussi mauritanienne ou malienne, selon nos confrères de France Info, qui dévoilent ce matin cette décision du ministère des Solidarités. Alors jusqu'ici, pour pouvoir toucher le minimum vieillesse, ces anciens combattants étaient obligés de vivre en France au moins la moitié de l'année, souvent dans des conditions plutôt précaires. Ils demandaient depuis longtemps à pouvoir terminer leur vie dans leur pays d'origine sans se voir couper les vivres pour autant. Seul le minimum vieillesse est concerné pour le moment, mais l'Association pour la mémoire des tirailleurs aurait voulu aussi qu'ils puissent percevoir par exemple la CAF ou bien leur pension d'invalidité depuis leur pays d'origine. Sur la quarantaine d'anciens combattants encore en vie de ce régiment des tirailleurs, une vingtaine de dossiers ont été validés pour le moment. Oui, ces tirailleurs qui ont tous plus de 90 ans, hein. Jean Garrigue, ça permet cette polémique, cette discussion autour des propos d'Omar Sy, ça permet de se souvenir que dans ces guerres passées, 14-18 et 39-45, des combattants noirs venus d'Afrique ont exposé leur poitrine, se sont battus aux côtés des Français dits de souche. Jean Garrigue. D'ailleurs, ces tirailleurs sénégalais n'étaient pas que sénégalais, ils venaient de toute la côte ouest de l'Afrique. Et il y avait même un colonel à l'époque, s'appelle colonel Mangin, qui avait élaboré une théorie, c'était celle de la force noire. C'est-à-dire que ces tirailleurs sénégalais qui avaient donné des preuves de leur courage, de leur expertise militaire, mais sur le continent africain, un certain nombre de guerres locales, on allait les mettre en première ligne dans les tranchées de 14 pour essayer justement d'utiliser leur potentiel. Le résultat, c'est qu'ils ont utiliser leur potentiel ou aussi avec une volonté quand même un peu d'effrayer l'ennemi. Exactement. Et c'est d'ailleurs les Allemands jouaient beaucoup là-dessus en disant regardez, évidemment, on nous envoie ces barbares parce que le racisme était très fort dans ces sociétés à l'époque. Et donc ces pauvres tirailleurs sénégalais qu'on a envoyés au combat, au casse-pipe, j'allais dire, ont été décimés par le froid, les épidémies, enfin tout ce qu'ils ne connaissaient pas en Afrique. Ça a été un désastre humain. Et puis alors, je parle même pas de la manière dont on les avait sollicités et quasiment obligés à venir combattre. Combien de tirailleurs venus d'Afrique ont combattu et en 14-18 et en 39-45? J'ai plus le chiffre en tête exact, mais ça fait parce que c'est très contesté. Oui, c'est très contesté. C'est par dizaines de milliers quand même, hein, et par milliers de morts que se compte le sacrifice des tirailleurs sénégalais. Oui. C'est de guerre et même en Indochine. Et même en Indochine, effectivement. Et on les a retrouvés en Indochine. Et avec, depuis la guerre de 14, d'ailleurs, ces revendications en permanence qui n'ont pas été satisfaites, cette reconnaissance par l'État français, qui est une reconnaissance honorifique, parce que par exemple, le grand défilé du 14 juillet 1919, après la Première Guerre mondiale, ils sont en première ligne, ils défilent, ils sont acclamés par les Français. C'est vrai, il y a une reconnaissance très très forte des Français par rapport aux tirailleurs sénégalais, mais en revanche, sur le plan des pensions, sur le plan économique, et même parfois sur le plan honorifique, ça n'a pas toujours suivi. Et dans nos livres d'histoire,
On les évoque peu, non? Alors, ou on les évoque quand même. Hein, oui, non. Ça a beaucoup changé, ça. Oui, je suis sous le contrôle de l'excellent historien Jean Garrigue. Oui. Moi, j'ai le sentiment que si on a oublié quelque chose, c'est plutôt l'ensemble de la Première Guerre mondiale. Ouais. Cette guerre qui a été tellement importante dans notre histoire, c'est la guerre qui a marqué bien de nos familles. Et puis aujourd'hui, la génération des 20-25 ans, si vous leur demandez les grandes dates de la Première Guerre mondiale, je suis pas sûr qu'ils la connaissent. Donc, quand on dit on a oublié les tirailleurs sénégalais, moi j'ai plutôt l'impression qu'on est en train progressivement d'effacer un peu l'ensemble de cette période et jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Les lycéens, quand on les interroge, ils connaissent pas tous les grandes dates de la Seconde Guerre mondiale. Donc, je suis pas sûr qu'il y ait un oubli. Encore une fois, c'est Jean qui est le spécialiste, mais je suis pas sûr qu'il y ait un oubli spécifique de la question dite des tirailleurs sénégalais. Je dirais même le contraire. Parce qu'en réalité, dans les manuels d'histoire, de plus en plus, il faut le reconnaître, la question de l'esclavage, du colonialisme, du sacrifice justement de ces soldats venus d'outre-mer a été quelque chose qui a été de plus en plus souligné. On le retrouve d'ailleurs aussi, moi je suis universitaire, dans l'abondance de thèses, de travaux universitaires qui leur ont été consacrés. C'est venu des États-Unis d'ailleurs, mais en France c'est très 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 prégnant. Récemment, il y a chaque année un prix du livre d'histoire qui est décerné par le Sénat. Cette année, le prix du livre d'histoire a été décerné à un livre qui parlait justement de la colonisation, de la manière dont les colonisateurs ont exploité les Africains de l'Ouest, justement. Donc ces questions-là, c'est le contraire. Elles ne sont pas du tout évacuées aujourd'hui. Au contraire, on en parle de plus en plus. Alors nous allons évacuer cette polémique. Oui, Omar Sy habite en Californie, il n'a pas le droit. Enfin bon, tout ça c'est stupide. Nous allons évacuer aussi. Non, il habite en Californie, mais il paie ses impôts en France. Je voudrais le préciser quand même. Hein. Je voudrais évacuer aussi les polémiques plus ou moins racistes. Enfin bon, etc., etc. On va pas. Bon, moi, je voudrais revenir sur ce qu'il a dit. Et je vais lire le passage complet, parce qu'il est évident que, comme toujours, c'est seulement un extrait qui a été mis en avant. Voilà ce qu'il a dit à une question. Quand vous voyez maintenant l'Ukraine, êtes-vous découragé par l'état du monde? C'était la question. Sa réponse: l'Ukraine n'a pas été une révélation dingue pour moi. Comme j'ai de la famille ailleurs, en Afrique, je sais qu'il y a toujours eu des enfants en guerre, des familles brisées et des parents qui perdent leurs gamins, des gosses qui deviennent orphelins. Ça n'a jamais cessé depuis la Seconde Guerre mondiale. Je suis surpris que les gens soient si atteints. Ça veut dire que quand c'est en Afrique, vous êtes moins atteint. Il pose la question. J'ai été traumatisé petit par le conflit Iran-Irak. J'ai grandi avec ces images horribles. C'était la guerre à l'ancienne. Puis il y a eu la guerre du Golfe. Il y en a sans cesse. Moi, je me sens menacé de la même manière quand c'est en Iran ou en Ukraine. Voilà exactement ce qu'il a dit, globalement. Alors évidemment, on a extrait juste le passage. Je suis surpris que les gens soient si atteints. Ça veut dire que quand c'est en Afrique, vous êtes moins atteints. Voilà. On a sorti cette phrase du contexte et ça a créé cette polémique. Alors, il a été interrogé hier sur RTL, dans l'émission du soir sur TMC. Bien, mais je ne sais pas si la question lui a été posée. Dans tous les cas, il a dit, il a répété, il a parlé de ses déclarations. Il a dit, il est normal qu'une guerre européenne frappe davantage nos esprits qu'une crise en Afrique. Vous êtes d'accord ? Bien sûr. Hein, ça paraît logique. Tout à fait. Alors, premièrement, c'est tout à son honneur de dire qu'il se sent, lui, personnellement, tout aussi touché par la mort d'un enfant iranien pendant la guerre Iran-Irak, par la mort d'un enfant rwandais pendant le génocide, ou par la mort d'un enfant ukrainien sous les bombes russes. C'est tout à son honneur. C'est le premier point. Après, la déclaration qui pose question et qui peut nous faire débattre, justement, c'est son interpellation. Vous sentez plus concerné, vous, quand c'est plus proche de... Eh bien, la réponse est oui. Et oui. La réponse est oui, c'est tout à fait humain, c'est tout à fait normal. Il faut quand même distinguer les raisons. Pourquoi est-ce que nous, Européens, des citoyens au gouvernement, on se sent plus concernés? D'abord, il y a le fameux effet de proximité. C'est à côté. Les conséquences, on les voit. Les réfugiés ukrainiens, ils sont là. Deuxièmement,
proximité parce qu'il nous ressemble, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on se sent, bah oui, c'est humain, c'est comme ça, plus proche naturellement d'un Ukrainien que d'un Brésilien ou d'un Sud-Africain. Voilà, pour la plupart d'entre nous, sauf ceux qui sont peut-être d'origine brésilienne ou sud-africaine. Et puis il y a une deuxième raison qu'il ne faut pas oublier, et ça Omar Sy n'en parle pas du tout, mais c'est pas ce qu'on lui demande, j'allais dire, c'est que cette guerre, elle est beaucoup plus importante pour le monde, que ne le sont la plupart des épouvantables conflits africains. Combien elle est plus importante pour le monde. De centaines de milliers de morts en Éthiopie, en Érythrée, par exemple. Mais on est d'accord. Mais l'importance stratégique et économique d'un conflit pour le monde, y compris pour notre vie quotidienne, elle ne se mesure pas au nombre de morts. On disait tout le temps pendant la guerre en Syrie, pourquoi est-ce qu'on ne parle pas du Yémen? C'est une tragédie épouvantable dont on parlait quand même dans les médias, il faut quand même le rappeler, mais la guerre en Syrie avait davantage de répercussions, y compris pour nous, sous la forme de la question terroriste, que ce n'était le cas pour le conflit au Yémen. C'est comme ça. Donc je crois qu'il faut bien distinguer le ressenti, l'importance humanitaire qui est la même pour tous les conflits et surtout pour des conflits tels que ceux de l'Afrique et du Moyen-Orient, et l'importance en termes de conséquences induites, et on y reviendra peut-être tout à l'heure, et le grand malentendu qui existe entre l'Europe, les États-Unis et une partie du monde, notamment en Afrique, en Asie ou au Moyen-Orient, c'est que nous ne comprenons pas, nous Européens, pourquoi ces pays ne réagissent pas davantage alors qu'ils sont touchés. Justement, eux, dans leurs économies, dans leurs importations, dans les prix de l'alimentation, etc., ils sont touchés, eux, beaucoup plus par ce conflit ukrainien que nous ne sommes touchés, nous, sur le plan strictement économique et stratégique, par bien des conflits qui se déroulent dans le monde. Bien, alors vous allez réagir, 0826 300 300, je sais déjà qu'il y a des appels, vous voulez intervenir dans ce débat qui va être passionnant. Jean Garrigue, historien, est avec nous, Bruno Tertré, directeur adjoint de la Fondation pour la recherche stratégique, est avec nous. Vous êtes sur Sud Radio, à tout de suite, 11h14. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Bien, est-ce qu'il y a des guerres qui nous frappent plus que d'autres? Oui, évidemment, c'est ce que nous disons. Nous avons ouvert le débat. Tiens, si nous prenions Mohamed, qui est à Perpignan, dans les Pyrénées-Orientales. Bonjour Mohamed. Bonjour Monsieur Bourdin, bonjour à vos invités, aux auditeurs. Voilà, je voulais réagir un petit peu à ce qu'il a dit Omar Sy. Je pense qu'Omar Sy est peut-être comme moi, et il n'a pas du sang français, mais il a le sang versé par ses ancêtres et ses aïeux, qu'ils ont été en première ligne, qu'ils ont servi de chair à canon pour nous protéger, pour vous protéger. Voilà. Je crois qu'il a un droit de parole et ce qu'il dit est juste. Parce que ce qui se passe au Yémen, on n'en parle pas. L'Arabie Saoudite, on commerce avec elle. Je veux dire, ce qui se passe, les Ouïghours en Chine, personne ne s'alarme. Et je veux dire, les femmes en Iran, je veux dire, c'est passé pratiquement sous silence. Non, Mohamed, vous pouvez pas dire que les femmes en Iran c'est passé sous silence. Non, mais on n'en fait pas autant que pour l'Ukraine. Les filles en Afghanistan, elles peuvent plus aller à l'université. Oui. Mais je trouve que c'est grave. Je veux dire. Mais oui, c'est grave. Et la Syrie, on n'en a pas fait. Je veux dire, quand on voit, il y a eu autant de Syriens ils ont fui leur pays que d'Ukrainiens. Qu'est-ce qu'on a fait? Ça a été vraiment comment les recevoir. On les a reçus vraiment pas aussi dignement que les Ukrainiens. Voilà, je pense qu'on c'est vrai. Voilà, je crois que voilà, c'est ce qu'il faut dire. Monsieur Bourdin. Oui. Moi, je suis pas français de sang, mais mes ancêtres, ils ont versé assez de leur sang pour me considérer comme vrai français et que je dise un petit peu ce que je pense, comme l'a dit Omar Sy. Eh bien, vous avez raison, Mohamed, de dire ce que vous pensez. On va prendre Jean-Paul, qui, lui, n'est pas du tout d'accord et choqué par les propos d'Omar Sy. Jean-Paul est à Draguignan, dans le Var. Bonjour, Jean-Paul. Oui, bonjour à tous et mes meilleurs vœux. Eh bien, mes meilleurs vœux. Pourquoi êtes-vous choqué? Eh bien, écoutez, je suis choqué parce que je trouve cela très malvenu. Ce monsieur devrait peut-être se rappeler, comme tout un chacun, du reste d'où il vient. Et à quoi il est arrivé aussi grâce à la France. Et je dirais même grâce aux Français qui allaient le voir au cinéma, qui vont le voir au cinéma,
et qui n'apprécie pas ses prises de parole. Je pense que néanmoins, il n'est pas, il n'est pas le fautif principal. Quand nous avons un chef de l'État qui piétine la France sans arrêt, au lieu de s'en occuper comme il devrait, qui tienne des propos désobligeants envers ses compatriotes, il ne faut pas s'étonner que ce genre de personnages qui ont pris un melon inimaginable, comme l'on dit chez nous, viennent à tenir de tels propos. Il y a plus de 50 Français qui sont morts en Afrique, plus de 50 jeunes soldats, pères de famille, fils, comment dirais-je, qui avaient des amis, qui avaient une vie, qui avaient pour défendre en Afrique contre l'islamisme et tout ça. Et ce monsieur vient tenir de tels propos, je trouve ça lamentable, qu'il aille en parler avec ces personnes qui ont perdu un fils ou un mari, et ainsi de suite, ou un père à ses enfants. Mais pour qui se prennent ces gens? Cet homme n'a aucun talent. Jean-Paul, voilà. On va bien faire la distinction entre le comédien Omar Sy, qu'il ait du talent ou pas de talent, ça, chacun a son avis sur la question. Mais et d'ailleurs, ça ne doit pas entrer dans le débat, hein, le talent ou pas de talent. Excusez-moi, monsieur Bourdin. Ce que je voulais dire, c'est que c'est cette culture woke. Il a eu un César déjà à cause de cela. On peut dire ce qu'on veut. Il a eu un César à cause de cela. C'est votre affirmation, Jean-Paul. Oui, moi, je n'ai jamais vu Omar Sy au cinéma, donc je suis tout à fait vierge de tout cela. Mais Jean-Paul, on ne va pas dire et donner notre avis, nous ne sommes pas critiques de cinéma, ni vous ni moi, sur la qualité d'acteur. On peut l'être quand on va au cinéma, si vous allez au cinéma. Quand on va au cinéma et qu'on paie sa place de cinéma au prix où on la paie, ça, vous avez raison. Que l'on a le droit. Vous l'avez vu jouer? Bien sûr, je l'ai vu dans le film avec Harrison Ford, comment on appelle ça, l'appel de la forêt, avec Cluzet, je ne sais plus où il avait eu d'ailleurs ce César à l'époque. Bon, voilà, je veux dire, ce monsieur ne sera jamais... Il est bon acteur ou pas? Il est bon acteur ou pas? Eh bien, écoutez, je trouve que ça ne sera jamais Denzel Washington, ou Will Smith, ou Gabin, ou ou Belmondo, et ainsi de suite. C'est pour ça, il devrait faire preuve d'un peu d'humilité, et ce genre de choses serait bienvenu. Voilà, et de temps en temps, dire merci à la France. Bon, Jean-Paul, je veux pas défendre Omar Sy particulièrement. Bon, il souligne dans toutes ses interviews, il faut lire toute l'interview en entier et écouter ce qu'il a dit hier soir à la télé ou à la radio. Il souligne combien il doit beaucoup à la France, combien il se sent vraiment français. Bon, ça c'est une chose. Son rôle, sa qualité d'acteur, ça nous n'allons pas juger ici, même si chacun a un avis sur la question, évidemment. En ce qui concerne ce qu'il a dit, bon, j'ai lu l'entièreté de ce qu'il a dit, hein, parce qu'il faut faire attention. Comme je vous l'ai dit, il y a un extrait qui a été sorti. Bon, mais ce qu'il a dit est intéressant parce que il pose plein de questions. Et c'est justement à ces questions que nous voulons répondre. Vous voulez, Bruno Tertrais? En fait, je voulais réagir sur l'intervention de votre auditeur précédent, Mohamed, qui a mis le doigt sur quelque chose qui fait mal. Et il a raison. Et il constate que les Ukrainiens sont, d'après lui, mieux accueillis en France que les Syriens. Et c'est pas faux. C'est pas faux. Et là, moi, je ne porte pas de jugement. Personne ne le dit, mais autant le dire. Il faut le dire. Il faut le dire. Il y a, pour de bonnes ou de mauvaises raisons, moi je ne prends pas position là-dessus, mais il faut commenter ce fait qui est important et qui est un petit peu un non-dit, c'est que nombre de Français considèrent, à tort ou à raison, que c'est plus facile d'accueillir des Européens qui sont souvent blonds aux yeux bleus et la plupart du temps chrétiens, que des Syriens qui sont rarement blonds, qui ont rarement les yeux bleus et qui sont parfois chrétiens. Ce qui n'est pas tout à fait vrai, parce qu'il y a pas mal de chrétiens. C'est sans doute une perception culturelle très, très spontanée et qui ne tient pas compte du fait que, par exemple, il y avait énormément de gens extrêmement éduqués dans les émigrés syriens qui voulaient se rendre au moins temporairement en France. Mais en tout cas, c'est un fait. Est-ce qu'il faut considérer que c'est normal parce que notre proximité culturelle et humaine est différente, ou est-ce qu'il faut au contraire s'en offusquer en disant que
tout réfugié dans des conditions identiques a droit aux mêmes conditions d'accueil s'il respecte les lois, etc. Voilà, c'est une question importante et je crois qu'il faut remercier Mohamed d'avoir mis le doigt dessus parce qu'on ne peut pas la mettre de côté. Jean Garrigue. Complètement d'accord avec ça. Et évidemment, c'est tout le danger de ce genre de prise de position d'Omar Sy. Parce qu'on voit très bien, d'abord, qu'on va extraire une partie de ce qu'il a dit de son contexte, et qu'ensuite, on va aller, et c'est ce qu'on a entendu dans les deux interventions, on va aller vers une forme d'hystérisation, de dramatisation de ce qui s'est passé et de déformation de la réalité. Oui, il y a cette méfiance, cette défiance par rapport à une immigration venue d'Afrique. On a une longue histoire à ce propos. Elle est polluée par des tas de facteurs, y compris par un racisme endémique dans une partie de la population, par la question de la repentance coloniale qui nous est renvoyée comme un boomerang. Donc il y a plein de choses comme ça. Mais les faits objectifs, c'est que, c'est vrai, les ancêtres de Mohamed, ils ont donné leur sang pour la France, mais c'est vrai aussi que les soldats français, ils ont donné leur sang au Mali pour protéger le Mali de l'influence 108 000 islamique. soldats français sont passés par le Sahel. Voilà, 108 000 soldats. Ça, ce sont des faits, ce sont des réalités qui montrent que le jugement, il est complexe. On sait très bien que ce qui fait l'enjeu majeur à mon sens, de ce qui se passe en Ukraine, au-delà de la proximité, c'est qu'il y a un pays qui veut sortir, qui a voulu sortir de cette domination de l'empire russe, ex-empire soviétique, qui veut aller vers la démocratie et qui en est empêché par une puissance qui n'est pas démocratique. Et pour les Européens, notre histoire démocratique, maintenant, elle est séculaire. C'est quelque chose de symboliquement très important. On ne peut pas le nier. Alors, vous disiez, on parlait pendant la pub, Bruno Tertrais, vous disiez, mais attention, en Afrique, on ne s'émeut pas parfois lorsqu'il y a des conflits ailleurs dans le monde. Oui, j'avais envie Bruno de faire. Tertrais, c'est vrai. Renversons le débat. En renversant le débat, ça n'est pas une provocation intellectuelle ni politique que de dire que les élites africaines se sont assez peu intéressées aux guerres de Yougoslavie et qui ont été une véritable tragédie pour l'Europe dans les années 1990, que les élites du Golfe s'intéressent assez peu à la question du Cachemire ou de la République turque Chypre du Nord. Quand la Turquie en 1974 envahit la moitié de l'île de Chypre, l'occupe et crée une république quasiment fantoche, on n'a pas vu le monde entier, on n'a pas vu le Sud, les pays du Sud s'émouvoir énormément. Alors ils sont toujours là pour Israël et la question palestinienne, au détriment de toutes les autres questions. Lorsque le Maroc, dans les années 70, se saisit au départ des Espagnols de ce qu'on appelle le Sahara occidental, alors je ne rentre pas dans le débat compliqué sur savoir si c'était légitime ou pas, mais ça n'a pas ému grand monde. C'est considéré par l'ONU pourtant comme une occupation. Je ne rentre pas dans ce débat, je ne veux pas me mettre à dos les auditeurs marocains, mais en tout cas c'est considéré par l'ONU comme une occupation, mais le monde ne s'en émeut pas beaucoup. Donc j'ai envie de dire que moi je crois au contraire que les Européens et les Français en particulier, mais pour d'autres raisons sur lesquelles on pourra revenir, ont plutôt tendance à s'émouvoir davantage des conflits dans le reste du monde que le reste du monde n'a tendance à s'émouvoir des conflits en Europe. Il faut se souvenir de tout ce qui a été dit sur le devoir d'ingérence à l'époque des French Doctors, etc., de Bernard Kouchner. Précisément, chaque conflit hors de nos frontières et loin de la France nous concerne. C'est là où parfois on aurait aimé que des questions plus précises soient posées à Omar Sy pour qu'il précise sa pensée. Parce que justement, le fait qu'il ne précise pas sa pensée permet évidemment toutes les interprétations et toutes les utilisations de sa pensée. Je regrette que que les journalistes ne lui aient pas posé la question, mais vous pensez, allez au fond. Dites-nous la vérité. Est-ce que vous pensez qu'il y a, je ne sais pas, du racisme derrière ça? Est-ce que vous pensez que, lorsque vous dites, ça veut dire que quand c'est en Afrique, vous êtes moins atteint? Est-ce que vous le pensez vraiment? Est-ce que, je ne sais pas, parce qu'il pose une question, mais moi je voudrais savoir ce qu'il pense.
C'est dommage. Enfin, il y a un élément supplémentaire qu'il faut tenir en compte. Nous, en France, comme le Royaume-Uni, comme les États-Unis, nous sommes membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU. Et à ce titre, c'est un privilège, mais c'est aussi une responsabilité. Ça veut dire que juridiquement, nous avons une responsabilité particulière dans ce qu'on appelle le maintien de l'ordre international. Et donc, c'est aussi pour cela que, en plus de notre sensibilité naturelle de Français, parce qu'on a une histoire mondiale et parce que avec ses bons et ses mauvais côtés, on a aussi une responsabilité. Donc, on s'intéresse particulièrement en plus à des conflits qui peuvent mettre en cause toute la stabilité d'une région. Quand en 1992, je crois, on participe au montage de la plus grande opération de casque bleu de l'histoire, c'était au Cambodge. C'était au Cambodge. On ne peut pas dire que le Cambodge, ça soit un intérêt majeur de la France et que l'opinion française était totalement mobilisée par le Cambodge dont on parlait jour et nuit. Donc, si vous voulez, il y a notre sensibilité de Français et il y a aussi notre responsabilité de Français, ce qui ne veut pas dire qu'on fait tout bien. Parfois, les interventions, on ne les fait pas bien. En plus, là où je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que dit Omar Sy, je pense que toutes les guerres nous concernent, en France plus ou moins, mais que toutes les guerres nous concernent. Toutes les guerres nous concernent. Pardon, mais ce qui s'est passé au Rwanda, on a été terriblement touchés. Évidemment, ça a été un... C'est en Afrique. Et c'est un conflit qui a ensuite créé d'immenses polémiques, en plus, à l'intérieur de la société française. Et il faut rappeler que ce n'était pas une ancienne colonie française. C'était pas une colonie française. Mais souvenez-vous, le général de Gaulle, lorsque les Américains mènent leur guerre au Vietnam, il y a le discours de Phnom Penh du général de Gaulle, qui est une critique, mais directe, de la politique américaine en Asie du Sud-Est. La même chose à Mexico, où il fait une critique directe de cet impérialisme de l'Amérique du Nord sur l'Amérique du Sud, de tout temps. Et notre politique par rapport au conflit israélo-palestinien, elle a toujours été à rechercher justement une voie médiane. On n'a jamais crié... Alors, ça a varié selon les périodes, mais on a toujours été concernés. Et moi, j'ai envie de poser une question. Est-ce que nous devons nous sentir coupables parce que nous sommes plus solidaires avec l'Ukraine ? Moi, je dis non, mais bon, on va répondre à cette question après. Autre chose aussi, on va voir ça avec Bruno Tertrais, je trouve que les Français, évidemment avec tous ces conflits partout dans le monde, s'intéressent de plus en plus à la géopolitique et à la politique internationale, ce qui est une très bonne chose d'ailleurs, parce que pendant bien longtemps, on a ignoré tout ça. Il est 11h31, à tout de suite. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Beaucoup d'appels, 0826 300 300. Alors, je posais une question tout à l'heure. Est-ce que nous devons nous sentir coupables parce que nous sommes plus solidaires avec l'Ukraine ? Bruno Tertrais ? Non, certainement pas. Il n'y a aucune culpabilité à avoir. Et encore une fois, on ne peut pas, notre temps d'attention, notre budget, nos moyens sont limités. Il y a un moment où il faut faire des choix. Les gens qui disent, on parle de deux poids, deux mesures, de double standard, etc., oublient une chose très simple, c'est que on n'a pas la possibilité de s'occuper de manière égale, de manière parfaitement égale, de toutes les crises et de tous les conflits du monde. On fait des arbitrages. De même que vous, dans les médias, vous ne pouvez pas donner... Vous êtes obligé de hiérarchiser. Et c'est bien naturel, en fonction de vos propres choix, de l'importance que vous accordez à tel ou tel sujet. Et c'est normal. Voilà, c'est tout à fait normal. Donc, pour moi, il n'y a pas à culpabiliser, même si, alors là, pour le coup, je reviens sur cette interpellation d'Omar Sy. Là où il n'a peut-être pas tout à fait tort, c'est que l'importance légitime que nous donnons à l'Ukraine ne doit pas nous faire oublier qu'en termes de tragédie humanitaire, qu'elle soit causée ou non par les guerres, il y en a d'autres dont c'est vrai, parfois on aimerait entendre peut-être un peu plus parler, mais c'est notre responsabilité collective, nous comme invités, vous comme journalistes et tous comme citoyens, de les évoquer dans les médias, dans les dîners en ville et partout. Peut-être dans les propos d'Omar Sy, il y a cette idée qu'il y aurait une indifférence de la France vis-à-vis de l'Afrique. Est-ce que vous pensez qu'il y a une indifférence de la France vis-à-vis de l'Afrique ? Non, tout le débat. Vous allez en prendre Janine, d'ailleurs. On a assez d'ailleurs reproché à la France depuis une quarantaine d'années ce qu'on appelait la France-Afrique, c'est-à-dire la manière dont la France intervenait, gérait les affaires intra-africaines, la manière dont on avait favorisé l'arrivée au pouvoir de l'empereur Bokassa,
Rwanda, et qu'on avait lâché. Enfin, on est toujours intervenu sur le continent africain parce qu'on a des liens historiques, des liens culturels, des liens affectifs extrêmement forts avec ce continent. J'ajouterais, cher Jean, que de toute façon, on a tort. Quand on intervient, on a tort. Quand on n'intervient pas, on a tort. Quand on s'occupe d'une crise, on a tort. Quand on s'en occupe pas, on a tort. C'est perdant-perdant. Oui, c'est Janine. Oui, bonjour. Oui, bonjour Janine. Je suis ravie de passer en direct sur votre émission. Je vous apprécie énormément. Beaucoup. Merci Janine. BFM TV. Voilà. Moi, je pense que c'est un non-débat ce qui se passe par rapport aux déclarations de Marcy. Je ne pense pas que son intention c'était d'incriminer la France par rapport à d'autres guerres qu'il y a dans le monde. Moi, je suis originaire du Congo. Il y a une guerre chez moi qui a fait plus de 10 millions de morts. Ce que l'Afrique pourrait peut-être reprocher à la France, vu les relations que nous avons, c'est son attitude à se taire. Vous voyez, son attitude à ne pas mettre le doigt sur les problèmes qui font mal. Oui. Par exemple, le Rwanda, qui agresse mon pays, depuis plusieurs années, ça fait plus de 10 millions de morts. Oui. Nous avons le coltan qui participe à la création des portables, la fabrication des portables. Nous avons le lithium, nous avons le gaz, nous avons le pétrole, ce qui emmène tous les prédateurs à mettre la main sur le Congo et à inciter. Vous voyez, les rébellions, ça fait plus de 10 millions de morts. Bien sûr. La France a une voix qui est audible, mais nous, on est inaudible. Oui, alors Janine, les autres, Janine, ce qu'on peut reprocher, alors là, je rejoins ce que disait Bruno Tertrais tout à l'heure, les autres pays d'Afrique, pardon, mais ne disent rien, n'interviennent pas, Janine. Mais si, lorsque la France passe une information sur les réseaux sociaux, sur la télé, rassurez-vous, c'est cette information-là qui passe en Afrique. On peut même croire que les journalistes africains n'ont pas d'idée. Je comprends. Sérieusement, les journalistes africains, moi je me demande s'ils ont des idées. Parce que le journal est répété mot à mot par rapport à ce qui se passe en France. Oui. Alors Bruno Tertrais. Oui, alors votre auditrice a bien raison. Il faut la remercier de nous parler de cette immense tragédie du Congo, parce que ça fait depuis la fin des années 1990 que cette région est en guerre. C'est une véritable tragédie. On ne va pas s'amuser, c'est une tragédie, mais à faire le débat sur le décompte des morts. Mais en tout cas, c'est évidemment des millions et des millions de morts. À tel point qu'on appelait cela, moi je m'en souviens très bien, à l'époque, je travaillais dans l'administration française, on appelait cela d'abord, on s'y intéressait, et ensuite on appelait ça la première guerre mondiale africaine. Pourquoi ? Parce que tous les pays de la région intervenaient, pas seulement le Rwanda, mais les ressources dont parle Janine. Le Congo est effectivement un scandale géologique, comme on disait à l'époque. Toutes les ressources minières sont là, ce qui suscite des comportements de prédation. Et des convoitises terribles. Des convoitises terribles de la part des États de la région, de la part des mercenaires, des entreprises et des États, évidemment, tels que la Russie, etc. Mais on ne peut pas dire que la France s'en désintéressait. Savez-vous, par exemple, que toutes les plus grandes missions organisées par l'Union européenne, poussées par la France, ont été au Congo ? Que notamment, alors il y a aussi eu des missions de l'ONU, peut-être pas suffisantes, mais l'Union européenne, depuis la fin des années 90, fait des missions d'assistance, de soutien de la paix, de humanitaire, reconstruction, etc. Dans cette région. C'est pas suffisant, c'est certain, mais en tout cas, on peut pas dire que la France s'est complètement désintéressée d'un conflit que, encore une fois, je remercie de votre auditrice d'avoir évoqué. Bien, Janine, merci, merci d'être intervenue. Je pouvais encore intervenir. Très vite, parce qu'il y a beaucoup d'appels. Et chacun a le droit de s'exprimer. Tout ce que l'Occident peut faire pour l'Afrique, ça ne va pas au bon endroit. Oui, c'est vrai. Ça, c'est un vrai problème. On ne le voit pas. Ça, c'est un vrai problème. On ne le voit pas du tout. Ben oui, Janine, mais vous avez raison. Merci, Janine. Merci beaucoup. On va prendre Claude, qui est à Buis-d'Arieux. Buis-d'Arieux, c'est dans les Hautes-Pyrénées. Bonjour, Claude. Janine appelée du Val-de-Marne. Oui, Claude. Allez-y. Oui. Donc moi, ce que dit Omar Sy, il a tout à fait raison, mais c'est pas seulement sur les conflits en Afrique, c'est sur les conflits qui ne sont pas couverts par les médias. Je suis totalement désolé, c'est totalement scandaleux. Alors déjà, une première chose,
ne soutient ni l'Ukraine ni la Russie. Lorsque j'entends le peuple français soutient l'Ukraine, il faut arrêter les conneries. Voilà, à un moment, il faut arrêter le délire de parler au nom de tout le monde. Ça, c'est une première chose. Une deuxième chose, pendant 8 ans, pendant l'Ukraine, ils ont bombardé leur population. Il y avait la CIA qui a intervenu pendant 8 ans là-bas pour former des troupes. Là, personne ne dit rien. En Chine, il y a eu des musulmans qui sont en cours d'extermination. Personne ne dit rien. Le Tibet, pas aussi, on laisse tomber. Lorsqu'on prend la Corée du Nord, on laisse tomber. C'est un dictateur qui frappe. Mais on laisse tomber, Claude, la Corée du Nord. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'on peut faire en Ukraine? Mon Dieu! Alors, attendez. Aucun conflit, Claude. Je suis pas d'accord avec vous. Claude, vous commettez une erreur que font beaucoup de personnes, c'est comparer les conflits. Bruno Tertrais ne peut pas comparer. Non. On peut les comparer, mais en revanche, il faut les comparer pour pouvoir justement dire est-ce que là on peut faire quelque chose? Est-ce que là on peut faire quelque chose d'utile? Est-ce que là on peut faire quelque chose d'utile à un coût acceptable? Qu'est-ce qu'on peut faire vis-à-vis de la Corée du Nord? Pas grand-chose. Alors qu'aider l'Ukraine, j'avoue que c'est coûteux, mais c'est quand même beaucoup plus facile et aussi plus efficace. Je rappelle au passage que les deux grands conflits mondiaux que nous avons connus, ils sont venus de l'Europe. De l'intérieur de l'Europe. Et c'est ce qui nous a concernés de manière très forte, parce que c'était d'un côté la guerre de 14, ça se passait en Serbie, en Croatie, Bosnie-Herzégovine, et puis le deuxième conflit mondial, c'est parti de l'invasion de la Pologne par Hitler. Donc forcément, c'est quelque chose qui nous concernait de près. Et quand vous renvoyez, pardon monsieur, là c'est quelque chose que je ne peux pas vous laisser dire, c'est renvoyer l'Ukraine et la Russie dos à dos. Non, l'Ukraine c'est un pays qui est en marche vers une véritable démocratie libérale et parlementaire, et la Russie c'est une dictature. Et je pense qu'on ne peut pas renvoyer dos à dos ces deux pays. Ce qui est quand même affolant, c'est que l'Ukraine était reconnue comme le pays le plus là où il y avait le plus de trafic, le plus de business à l'intérieur. C'est l'Ukraine qui est soutenue par les États-Unis derrière par rapport à l'Ukraine, et c'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien. Il y a eu un bouleversement au niveau des équilibres géostratégiques et qui n'a pas été respecté. Et c'est voilà. Et on va pas ouvrir le débat sur il y a une réalité, c'est que la Russie a envahi l'Ukraine. Ça, c'est une réalité, et que la Russie était l'agresseur. Après, sur la corruption en Ukraine, bien sûr qu'il y a de la corruption en Ukraine, évidemment, comme en Russie d'ailleurs. Je peux vous dire, hein, Claude, de la même manière, peut-être moins qu'en Russie, oui. Ils étaient cousins sur ce terrain-là. Donc je veux pas. Bon, vous savez, c'est un autre débat, mais il faudra en reparler, parce que les oligarques ukrainiens qui tiennent malheureusement encore une grande partie de l'économie, eux au moins ils investissent dans des secteurs utiles. Pas tous. Non, mais voilà, les oligarques russes, ils ont un peu tendance à fuir. À fuir. Et surtout, ils s'inquiètent pour leur fortune. Et pour leur vie. Et pour leur vie. Bon, mais Claude, voilà, on va pas ouvrir le débat sur la Russie. Moi, je pense, je vais revenir à du basique. Si le conflit en Ukraine nous concerne tant, c'est peut-être aussi parce que nous avons peur. Mais oui. Mais non. Je crois que c'est la première des raisons. Mais bien sûr. On a vu d'ailleurs ce phénomène de peur de manière très, très explicite. Il y a des gens qui ont fait des réserves. L'idée d'avoir justement une troisième guerre mondiale à notre porte, c'est quelque chose que beaucoup de Français ont ressenti de manière très intime. Et pardon. C'est vrai que le sort des Ouïghours nous fait moins peur. Voilà. C'est objectif. C'est tout à fait rationnel. Les Français sont rationnels. Ils sentent bien, ils voient bien, ils savent bien que ce conflit a davantage de chances de les concerner directement que le sort des Ouïghours, auquel d'ailleurs la France accorde de l'attention. Je crois qu'on a dit tout à l'heure que les Ouïghours on s'en fiche, ça n'est pas vrai. Et c'est même en France et en Allemagne qu'on a vu les médias, des grands journalistes, des grands enquêteurs et des parlementaires se saisir de cette question des Ouïghours, qui est effectivement là. Et c'est un génocide ou pas, on peut en parler, mais enfin, on peut pas dire qu'on parle pas des Ouïghours. Voilà. Bien, il est 11h45, midi moins le quart. À tout de suite, vous êtes sur Sud Radio, 0826 300 300. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Il est 11h48. Oui, la peur, je parlais de cette peur. Évidemment, c'est à nos portes, l'Ukraine. Et comme le rappelait Jean Garrigue, les deux récents conflits, les deux dernières guerres mondiales, se sont déclarées chez nous, en Europe. Donc évidemment. Hein. Alors, attention, Nadia est avec nous, et Nadia est d'origine arménienne. Ça nous permet effectivement de mettre le doigt sur un autre conflit dont on parle moins. Nadia, bonjour. Oui, bonjour monsieur
Monsieur Jean-Jacques Bourdin, bonjour à tous. Tout d'abord, tous mes vœux pour cette bonne année. Moi aussi, Alors, Nadia. Vous êtes à Paris, beaucoup. avocate. Allez-y. Tout à fait, absolument. Alors, messieurs, moi je suis effectivement, comme vous l'avez indiqué, d'origine arménienne. Mes parents sont arrivés en France dans les années 70. Nous avons été naturalisés en 1979. Donc autant dire que moi, je suis une immigrée donc naturalisée, tout comme l'est Monsieur Omar Sy. Oui. Donc je fais partie d'une communauté. Nous sommes, nous, Arméniens, de manière globale, je crois que là-dessus, il n'y aura pas de contestation possible, un peuple ultra pacifique et ultra assimilé, je crois, de manière globale. Hein. Alors évidemment, il y a des problèmes un peu partout, mais enfin, de manière globale, on ne peut pas dire que les Arméniens, effectivement, aient fait parler d'eux en mal. Donc moi, en tant qu'Arménienne, si vous voulez, franco-arménienne, lorsque j'entends Monsieur Omar Sy, qui a fait nécessairement, comme ses parents et comme les miens, un parcours qui est similaire au mien, qui part s'installer à Los Angeles, et tant mieux pour lui, mais qui vient systématiquement frapper sur la France, moi ça me dérange, monsieur. Oui. Ça me dérange parce que effectivement, moi-même, je suis une enfant d'immigrés, moi-même, et tout le monde le sait, je fais partie d'un pays qui a fait l'objet d'un génocide, du premier génocide du XXe siècle, mais je n'ai jamais, moi, eu cette défiance ou effectivement cette capacité à écrire aux journaux, à prendre la parole ou à faire une carrière politique pour dire que la France avait des comportements mais Nadia, plus ou moins, Nadia, voilà. Donc à un moment donné, ce monsieur, il peut pas, si vous voulez, aller vivre à Los Angeles et venir dire... Non mais attendez, qu'il vive à Non mais attendez, voilà. Nadia, qu'il vive à Los Angeles, ça n'a rien à voir avec le débat, pardon, il a le droit. Vous, Nadia, vous pourriez aller vivre à Lisbonne ou à je ne sais pas où, et vous restez bien française. Vivre à Lisbonne, monsieur Jean-Jacques Bourdin, je ne me permets pas d'appeler une radio française pour dire tout le bien que je pense de la France où je ne vis plus, où je ne paye plus aucun impôt, voyez-vous. Ah non mais attendez, Omar Sy, Nadia, si je vais à Los Angeles, je m'occupe de la commune de Los Angeles et des États-Unis. Hein? Nadia, Omar Sy paie ses impôts en France. Donc, et s'il a choisi de vivre 6 mois de sa vie à Los Angeles, c'est son problème. Ça ne me regarde pas. Alors ça, les conventions fiscales de 6 mois d'un côté, 6 mois de l'autre pour être attaché d'un côté et de l'autre, nous, en tant qu'avocats, on les connaît pas. Oui, je sais bien, donc, vous avez raison. À côté, c'est pas à moi on va apprendre le métier. Alors, c'est bien de vivre 6 mois là-bas. Mais moi, j'ai une question à vous poser. Donc, à un moment donné, ça suffit. Hein. Nadia, j'ai une question. Je suis une immigrée, je suis une étrangère. Et jamais, moi, je ne me permettrai ce qu'il se permet. Bon, Nadia, moi j'ai une question à vous poser. Vous êtes arménienne, il y a un conflit en ce moment entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Alors, est-ce que vous pensez que la France néglige ce conflit ? Écoutez, comment vous dire les choses ? La France, de manière globale, moi, de ce que j'en sais et de ce que j'en ai vu tout au long de ma jeunesse, la France a une politique et une philosophie d'aide aux étrangers, aux réfugiés politiques et d'aide aux populations qui sont opprimées ou dans le besoin. Oui. C'est comme ça que nous sommes arrivés en France et nous, Arméniens, nous devons tout à la France. Tout. Et tous les jours que je me lève, je me dis merci à mes parents d'être venus dans ce pays-là. Merci. Et moi, je soutiendrai la France et les Français jusqu'au bout. Mais Nadia, répondez à ma question. La question aujourd'hui, c'est qu'effectivement, la France, en tout cas sur le plan philosophique, il y a des conflits, effectivement, comment pourrais-je dire, qu'elle oublie beaucoup plus que d'autres ou qu'elle met beaucoup plus en avant que d'autres. Donc ce conflit-là, vous pensez que ce conflit-là, Arménie... Oui, Bruno Tertré. Oui, je comprends la réaction de votre auditrice. Quand ça nous concerne directement, on a toujours le sentiment que les autorités ne s'occupent pas assez de telle ou telle crise ou conflit. Mais je crois que la question du conflit entre l'Arménie et les Azerbaïdjan est justement un très bon exemple pour montrer que on a beau s'intéresser prioritairement à l'Ukraine, on s'intéresse aussi au conflit du Caucase. La France est quand même, l'opinion française est très mobilisée sur cette question, malgré la priorité ukrainienne. Le président de la République s'implique, a fait des efforts de médiation à plusieurs reprises. Alors vous me direz, mais si on le fait, c'est parce que c'est justement pas très loin et qu'il y a beaucoup... Je rappellerai que la médiation jusque-là était assurée par M. Vladimir Poutine, quand même, dans cette région du monde. C'est compliqué. Que là, aujourd'hui, évidemment, comme il est ailleurs, mais
c'est un autre sujet, mais en gros, ce que les Arméniens ont malheureusement découvert, c'est que la garantie de sécurité de la Russie ne valait pas le papier sur lequel elle a été écrite. Aujourd'hui, il y a une vraie menace, notamment le couloir qui sépare le Karabakh de l'Arménie. Il y a une vraie menace pour la sécurité de cette région peuplée majoritairement d'Arméniens. La Russie est aux abonnés absents, mais on ne peut pas dire que la France s'en occupe pas. Donc justement, c'est un très bon exemple. Moi, je n'ai pas dit que la France ne s'en occupait pas. Absolument, madame. En revanche, moi, ce qui me chagrine, comme l'ensemble des Arméniens français, c'est que effectivement, il y a quand même une chape de plomb sur effectivement la participation de l'Ukraine aux côtés de l'Azerbaïdjan lors du conflit, des deux conflits, parce que il ne faut pas oublier, et d'ailleurs ça passe complètement sous les radars. Vous m'expliquerez comment l'Ukraine participait à ce conflit aux côtés de l'Azerbaïdjan. Elle a vendu des armes aux Azerbaïdjans et le photophore qui a brûlé, qui a tué des milliers de jeunes. Oui, voilà. Vous savez, Nadia, que les ventes d'armes, ça provient de tous les côtés. Hein, ça provient de tous les côtés, non. Pourquoi? Parce qu'il ne me semble pas que les États-Unis ont vendu à l'Azerbaïdjan. En revanche, l'Ukraine a vendu à l'Azerbaïdjan directement. Bon. Et ça a été effectivement, et ils ont participé activement avec M. Erdogan et M. Aliyev à ce deuxième génocide quand même, ce troisième génocide. Et c'est quelque chose dont on ne parle pas. Non, Nadia, les Arméniens en parlent entre eux, mais vous ne parlez jamais de quels sont les États qui ont soutenu militairement et ou financièrement, même si c'est de la vente d'armes, M. Aliyev et l'Azerbaïdjan. La Russie, Nadia, la Russie. La Russie, ça je ne sais pas, mais ce que je sais, c'est que l'Ukraine, elle, parce que nous, évidemment, sur le terrain, nous avons des retours de nos correspondants et de nos journalistes, et sur le terrain, l'Ukraine a aidé massivement l'Azerbaïdjan en lui vendant effectivement des armes de destruction interdites d'ailleurs sur le plan international, qui est le photophore et qui a brûlé vif nos soldats. Et effectivement, aujourd'hui, nous sommes là et nous soutenons l'Ukraine. En tout cas, moi, je soutiens les populations ukrainiennes, évidemment pas le président, mais les populations ukrainiennes qui sont effectivement dans une situation très difficile pour elles, et je les comprends combien. Mais j'aimerais quand même qu'à un moment donné, les journalistes fassent leur travail et évidemment s'interrogent sur aussi tous ces États qui aujourd'hui sollicitent des aides et qui ont participé au génocide des chrétiens d'Orient. Voilà. Merci Nadia. Oui, les chrétiens d'Orient, on en parle beaucoup aussi et les journalistes font leur travail. Je suis là obligé d'un peu de contredire Nadia. Bien, mais cela dit, Nadia, son avis, son opinion, c'est le sien. Bien, pour conclure, hein, moi, ce que je disais tout à l'heure à Bruno Tertrais, Jean Garrigue, la conclusion vous appartient. Les Français s'intéressent à l'international aujourd'hui. Plus que jamais. Plus que jamais. Ça aurait été au moins une vertu. Une vertu de ce qui vient de se passer et de ce qui se passe en Ukraine. On l'a vu d'ailleurs au moment de la campagne présidentielle. D'ailleurs, ça a été assez reproché à cette campagne présidentielle de déplacer vers les enjeux extérieurs. Mais franchement, ça a toujours été. Je veux dire que s'il y a vraiment un pays qui, par son histoire, au cœur de l'Europe, a toujours été, et par son histoire coloniale aussi, toujours réceptif, tout ce qui se passait dans le reste du monde, c'est bien la France. Et oui, je suis d'accord avec Jean. Je crois qu'il faut qu'on se lance tous un satisfecit collectif. Les Français, les médias, les experts, tous, on a montré que la notion de temps de cerveau disponible, tout ça, la lassitude médiatique, tout ça, ça pouvait être faux et que on pouvait sur la durée continuer à traiter ces enjeux au fond, comme le font énormément de médias français et d'ailleurs très bien, et que l'opinion continue à être passionnée. J'allais dire, c'est très bien, c'est tout à son honneur et quelque part ça rassure sur notre capacité collective à tenir bon et à continuer à s'intéresser à une tragédie comme celle-là, parce que sans le soutien des opinions, l'aide occidentale, à mon avis, elle commencerait à s'effilocher. Et avec des mois qui s'annoncent pas faciles, avec des conflits partout dans le monde, avec une situation qui est extrêmement turbulente. Donc oui, nous allons vous écouter et vous faire intervenir encore souvent, messieurs. Merci, 11h58, vous êtes sur Sud Radio.